Je vais aller très vite parce que déjà on a développé dans notre webinaire qui a eu lieu là, le 12 septembre dernier. Et l'idée, ça sera plutôt de répondre à vos questions. Encore une fois, vous avez le support de présentation. Alors, en ce qui concerne les ajustements du référentiel, comme chaque année, et j'y tiens parce que on doit aussi montrer l'exemple et les choses bougent maintenant très très vite. Et donc, pour ces deux raisons, faire des ajustements, parce que ne pas traîner des choses qui ne sont pas bien comprises, qui ne sont pas bien exprimées, et il y a des choses qui bougent. Et le numérique, entre autres, les choses vont très très vite. On voit bien l'explosion du nombre d'établissements qui sont cyberattaqués. Donc il faut effectivement faire des choses. Mais ce sont des ajustements, et sur les fondements même, sur les 4 enjeux, sur les principes de fond, on ne change pas le dispositif. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a ce genre de choses, on a les retours d'expérience que l'on a parmi ces journées, parmi les retours d'expérience des groupes de travail qu'on peut faire avec certains établissements, des retours d'experts, des retours d'experts visiteurs ou d'experts sur le domaine. On est saisi aussi par des groupes de travail souvent ministériels qui ont travaillé sur des sujets ou produit certaines choses. On cumule tout ça. On fait toujours une concertation, comme d'habitude, auprès des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est-à-dire l'association des usagers, mais également les fédérations, les représentants des ARS, toutes nos parties prenantes habituelles. Et puis après, à la décision du collège, et puis à la diffusion qui a eu lieu. Alors, vous le savez, le nombre de critères, il est identique. On a juste, je vais vous le montrer, fait quelques permutations pour un critère impératif, mais le nombre de critères impératifs ne change pas. Et on a introduit essentiellement des sujets sur le renforcement de la thématique numérique. On a fait quelques adaptations de méthodes. Je vous expliquerai si vous voulez pourquoi. Et certaines choses qui n'étaient pas bien comprises, notamment qui n'étaient pas bien fournies, notamment sur les consignes pour la sortie où n'étaient intégrées que des exigences sur le médicament, ce qui a sa grande importance, mais pas que. Alors, sur les changements du niveau de... On avait deux critères sur le sujet de la checklist. Je fais très très court. En fait, il y en avait un premier critère, c'est est-ce que la checklist est réalisée. Puis l'autre, qu'est-ce qu'on fait de la checklist. On s'est aperçu que les résultats quand même sur la checklist, fort heureusement, surtout pour une visite annoncée, la checklist est faite. Mais pas pour tous. Je ne comprends pas certains établissements qui savent 6 mois avant que la visite va avoir lieu. On est quand même encore quelquefois, sporadiquement, mais tombé sur des sites opératoires où la checklist n'était pas réalisée. Mais bon, pour une visite annoncée, c'est un peu dommage, mais globalement, la checklist est réalisée à peu près bien. Mais l'idée, c'est pas forcément... Là, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Faire de la checklist pour faire de la checklist, ça n'a pas de sens, c'est pas à vous que je vais dire ça. Ce qui est bien, c'est faire de la checklist pour que ça serve à quelque chose. Donc on a laissé les deux critères, sauf que le premier qui était impératif et le deuxième qui était le deuxième niveau, mais qu'on n'avait pas voulu imposer en démarrage de référentiel. Là, on s'est dit qu'il fallait monter à la vitesse supérieure là-dessus, et donc il y a eu une permutation. En ce qui concerne la thématique numérique, alors, encore une fois, attention, petite précaution d'usage, nous faisons la certification de la qualité des soins. Nous ne faisons pas la certification des systèmes d'information, que les choses soient extrêmement claires. Pour ça, il existe des systèmes, et je vous ai mis ce que c'est et ce que ça n'est pas. C'est qu'il existe, et ça va être de plus en plus imposé et suivi à la fois par la DGOS et par l'Agence du numérique en santé, sur les audits techniques, sur les audits de cybersécurité qui vont devoir être de plus en plus fréquentes. C'est pas notre job là-dessus. Par contre, on sait que quand, et pour certains qui ont pu participer au webinaire, on avait fait témoigner un établissement qui a été cyberattaqué. On sait que
problématique, c'est que ça génère des gros problèmes de continuité d'activité. Donc là, il faut effectivement, c'est un risque important. Il faut voir comment c'est organisé, parce que là, il n'y a plus de soins, donc il y a encore moins de qualité. Ou alors, on perdure du soin, mais dans des situations, et qui ne sont pas que ponctuelles. Hein. L'établissement qui est intervenu, qui est l'hôpital de Versailles en l'occurrence, ils ont eu un virus qui est apparu a priori vers le mois de septembre. Tout leur système est tombé en rideau le 3 décembre. Aujourd'hui, ils en sont encore en grande partie au papier crayon, avec des grosses problématiques quand même. Ils s'en sont pas encore remontés. Donc la problématique de continuité d'activité. On a voulu aussi... bon, c'est vrai qu'entre agences, c'est souvent la critique, et je l'entends complètement, de silos, comme partout, ils ne s'entendent pas. Oui. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on a une association entre l'Agence du numérique en santé et la nôtre, qui, elle, est donc très portée technique, mais qui avait véritablement besoin, parce qu'on a la chance sur la certification à l'HAS, d'être finalement la seule agence en lien direct avec vous. Donc c'est vrai que, et on le voit aujourd'hui, que ce qu'on inclut dans le référentiel de certification, ça résonne dans les hôpitaux. Et donc, l'agence du numérique nous a dit, si c'est dans le référentiel, les hôpitaux ils vont s'en emparer un peu plus que ce qu'on bazarde par ailleurs. Donc, ça fait un levier supplémentaire. Et c'est important. Donc, et puis aussi, alors ça, on a fait un petit pas de côté, parce que nous, c'est les pratiques. On ne voulait surtout pas que technique et de parler que de cyberattaque, mais on voulait aussi parler de bonnes pratiques, parce que c'est vrai que les pratiques, on voit bien la formation des professionnels, les pratiques des professionnels, et aujourd'hui et encore plus demain, avec le numérique, ce sera différent. Donc il faut les intégrer. Donc c'est un levier, mais ça n'est pas un audit technique. Bon, je l'ai dit, tout ça. On a voulu que les risques numériques soient mieux identifiés. On avait un critère sur le sujet, mais les éléments d'évaluation, on les a largement retravaillés. On voulait aussi, au global, des actions de sensibilisation et puis des promotions de bon usage de mon espace santé, de l'INS, des structures de messagerie sécurisée. Donc là, vous voyez les critères de gestion de risque numérique proprement dit, et puis les critères à votre droite sur la promotion des bons usages. Bon, j'ai prévu dans le support, mais vous les aurez. Donc, puis vous avez déjà dû regarder le nouveau référentiel. Donc, je vais aller très vite. Voilà, une évolution, une création sur l'information du patient sur son dossier médical, l'accès du patient à son dossier, les respects des bonnes pratiques d'identification du patient, l'usage du système d'information pour est-ce qu'il permet aux professionnels un accès au dossier du patient. Ça aussi, que le patient qui arrive aux urgences, je suis suivi ici, mais les urgentistes ne sont pas accès, c'est quand même problématique. La sécurisation des usages de communication informatique, alors ça, c'est une voie d'entrée pour les virus. C'est le bilan, l'ANSSI, quand ils nous font un bilan sur l'ensemble des établissements cyberattaqués. Surtout qu'il ne faut pas dire est-ce que je vais être cyberattaqué, c'est quand est-ce que je vais être cyberattaqué, faire clair, vu toutes les attaques qui ont lieu, c'est souvent par des arrivées externes bien évidemment que les problèmes arrivent. La maîtrise du risque numérique, donc voilà, et puis la sécurisation de l'identification des professionnels, ça nous a semblé effectivement dans le système d'information, ça c'était également important. Mais il y a aussi, vous verrez dans les éléments, des histoires de pratique. Et est-ce que les professionnels sont formés, véritablement bien formés à l'usage des systèmes d'information? On est en pénurie de temps auprès des patients. Et malheureusement, on voit dans le temps passé par certains professionnels un temps énorme pour se connecter, pour arriver à aller chercher l'information sur le système d'information. Alors parfois par manque d'ergonomie du système et parfois par manque de formation.
Focus sur les autres ajustements, donc l'extension sur les attendus liés aux consignes de suivi à la sortie, pas seulement sur la seule prise médicamenteuse, mais sur l'ensemble des autres éléments qui sont importants pour la sortie. On a aussi fait évoluer un petit peu le critère sur les risques environnementaux. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Peut-être que dans le futur, on en aura davantage, mais enfin, il a un petit peu évolué. Le renforcement de la gestion des conflits, puisque maintenant ont été mis en place au niveau national donc des médiateurs, et pas que pour les patients, hein, bien évidemment, mais aussi pour les professionnels. Donc là, c'est une adaptation par rapport à un système qui avait été porté par le ministère. La suppression du traceur ciblé d'e-transport. Alors, on ne va pas écarter, loin de là, parmi les experts, parmi les personnes interrogées, les brancardiers. Mais c'est vrai que on les voyait de façon un peu trop sporadique. Et par ailleurs, il faut vraiment faire comprendre qu'ils sont intégrés à l'ensemble des équipes qui participent à un parcours. Comme de toute façon, quand dans la méthode du parcours traceur, on fait physiquement le parcours, on va demander à nos experts d'intégrer encore davantage ce système-là. On voyait que de temps en temps, ce n'était pas forcément bien pris en place. Puis alors, quelque chose où on a fait aussi un changement de méthode, c'est tout ce qui est la pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté. On s'apercevait que dans les faits, on voulait faire du patient traceur, et puis ce n'était pas forcément facile, parce que soit le patient était en situation tellement compliqué, ce qui justifiait d'ailleurs qu'on lui avait retiré sa liberté, qu'il était difficile de l'interroger, soit de temps en temps, dans certains établissements, il n'y en avait pas. Et donc, on a préféré changer de méthode et faire plutôt un parcours traceur. Comme ça, au moins, on en fera davantage. Au lieu de faire un patient traceur, on aura plusieurs parcours et à chaque fois, on fera un pas de côté pour... et si le patient avait été... levé de sa liberté d'aller et venir. Voilà. Donc voilà sur l'ajustement du référentiel. Ça n'est pas affiché, mais je vous le rappelle, c'est une omission de ma part, que ce référentiel a été donc publié le 12 septembre et sa mise en application est le 1er janvier. Et vous verrez des experts qui continueront ces ajustements l'expert classique, on va dire, mais on va avoir dans nos visites une journée d'experts visiteurs avec des compétences numériques particulières, parce que sinon c'était en termes de formation un peu trop compliqué de faire monter nos 800 experts et c'était pas l'objet. Donc il y aura une journée avec un expert avec un profil de bonne connaissance numérique pour échanger avec les équipes informatiques notamment et aller regarder certaines choses. Je voulais faire un point sur les outils d'appropriation, quelque chose que l'on a pas mal développé, ce sont les fiches pédagogiques, elles commencent à être nombreuses. On fait une révision, on intègre au fur et à mesure les ajustements du référentiel. N'hésitez pas à nous faire part dans votre... parce que je sais que dans V 2014, puis par ailleurs, pour arriver à monter par rapport à des interlocuteurs, vous avez des groupes thématiques. Donc, si des fiches n'existent pas, faites-le nous savoir. Remontez aussi ces éléments. On essaye toujours, on a toujours cette préoccupation à la fois de rappeler l'essentiel et d'un autre côté de ne pas être trop long. Mais trouver le juste milieu. On a rajouté sur les dernières à la fin, même si ce n'est pas exhaustif, parce qu'encore une fois, je rappelle que le référentiel, il s'adresse à tous les établissements, quelle que soit leur activité, leur taille, etc. Donc on aura toujours, quelque effort qu'on fasse, on aura toujours des éléments d'évaluation qu'il faudra adapter en fonction du patient, en fonction du contexte. Néanmoins, donc on dit on peut pas inventer, on peut pas réinventer, décliner ça, parce que sinon ça serait un nombre de critères beaucoup plus important. Et on a essayé de faire cet exercice. On avait dimensionné qu'au lieu d'avoir 440 éléments d'évaluation, on en aurait quasiment 5000 si on avait voulu décliner tous ces éléments d'évaluation selon la population, selon le mode de prise en charge, selon l'activité. Enfin bref, donc on les a mis un peu en brut, mais à la fin de ces fiches, vous verrez dans les dernières qui viennent de sortir, à la fin,
on propose quelques questions pour certains qui se disent quelles questions il faut que je pose par rapport à tel élément d'évaluation. C'est pas exclusif, encore une fois, c'est adapté sur des situations particulières, mais ça peut aider. Et donc, voilà, les 2 dernières fiches, naturellement, c'était sur les évolutions numériques qu'on vient de sortir. On a sorti aussi des affiches sur les critères impératifs. Au voie du téléchargement, on voit que sur le site, ça a l'air de bien marcher. Encore, je vous rappelle, vous pouvez mettre votre logo là-dessus, vous pouvez vous les approprier. L'idée, c'était encore une fois de vous aider à avoir des supports qui vous aident auprès des professionnels du terrain pour leur demander, pour leur dire ce critère-là, il a l'air de ne pas vous parler, mais voilà ce que ça veut dire. Et d'essayer de positiver. Et de rendre aussi, puisqu'elles peuvent être affichées dans les couloirs, etc., aux usagers, eh bien voilà, c'est ça l'engagement des hôpitaux en France. Voilà l'engagement et voilà vers quoi on tend. Donc il y en a 6. Dans les évolutions, parce qu'on voit que ça marche, donc ça ne couvre pas les 17 critères impératifs, mais on va faire en sorte de continuer à les produire pour l'idée étant de couvrir tous les critères impératifs. En plus de ces affiches, parce qu'on sait qu'il y a des temps d'équipe pour partager certaines choses. On a fait un petit livret pour les professionnels que vous pouvez déposer dans les offices, dans les petites salles de réunion. Alors parfois, c'est effectivement dans les salles de repos, ce que je trouve pas forcément le lieu le plus approprié, parce que pour le repos, c'est pour déconnecter. Mais bon, c'est juste voilà, des petits témoignages de professionnels qu'on a récupérés sur ces critères impératifs, sur soit des sujets qu'ils avaient rencontrés. Et voilà, donc ça plaît pas mal. Et du coup, ça donne un peu plus de sens aux professionnels de terrain par rapport aux référentiels qu'ils n'ont absolument pas envie de lire. Vous dire aussi qu'en termes d'évolution, vous a mis sur Calista un kit de communication des décisions de certification. Certains hôpitaux ont la chance d'avoir un service de com, etc. Certains autres non. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait aider certains sur des petits flyers, sur ces choses comme ça, que tout le monde ne réinvente pas la roue. Donc, c'est disponible. On a aussi, je pense que vous les, puisqu'il y a une grande majorité qui sont référents qualité ou qui sont inscrits sur Calista, donc vous les recevez directement. Mais si vous ne les recevez pas, demandez à votre référent qualité qui vous donnera un compte pour pouvoir le recevoir. C'est-à-dire que tous ceux qui ont déposé une adresse mail sur Calista le reçoivent sur la newsletter. C'est pour vous donner un petit retour des actualités qui peuvent exister. Donc c'est vraiment pour tout le monde et vous les recevez à peu près, je crois qu'on en est à la 8e lettre, je crois. Non, c'est marqué dessus en plus. 9e, pardon. Chez moi, ils m'entendaient, ils seraient foudrage. Fonctionnalité Calista, on a développé parce qu'on savait que c'était pas bon, mais on a dû prioriser parce que comme tout le monde, on a quelques contraintes budgétaires, donc on n'a pas pu faire tous les développements aussi vite que ce qu'on imaginait. Mais on était conscient que l'évaluation, l'outil Calista pour faire ces évaluations internes n'était pas un sujet facile, puisque notamment vous aviez des contraintes de calendrier qui vous pétaient complètement vos évaluations internes, vous perdiez les informations à certains moments et vous étiez contraint à des périodes où vous ne pouviez pas les démarrer. Donc là, maintenant, vous pouvez démarrer et ouvrir une séquence comme vous le souhaitez. Maintenant, c'est une évaluation. On ne vous laisse pas la possibilité, puisque le principe de la certification, c'est une évaluation globale de l'établissement, donc on ne vous laisse pas la possibilité de faire 3 évaluations en même temps, parce qu'à un moment, ça va se chevaucher, puis même vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Donc, une évaluation à la fois, soyons simples pour être efficaces, et toutes les fonctionnalités sont à la main de l'administrateur de l'établissement. Donc ça, c'est dans Calista et c'est dans ma certification et évaluation interne. Et puis, dernière chose, alors je ne sais pas comment je vais... Voilà, merci beaucoup. Pour finir, c'était juste, il y a eu des témoignages ce matin, mais une petite vidéo. Alors, générique
qui regroupe des témoignages de qualiticiens, de médecins, de soignants, de directeurs d'hôpital, ceux qui ont été visités. Et sachez, et ça vous pouvez nous le demander, on a aussi fait une petite vidéo, puisque je sais qu'il y a beaucoup de qualiticiens dans la salle. Nous avons des vidéos spécifiques de témoignages que de qualiticiens, que de soignants, que de médecins, que de directeurs. Mais là, c'est celle qui est un petit peu générique que je vous propose de regarder. Cette visite s'est très bien organisée, en phase avec une communication positive, dynamique et pédagogique, différente par rapport aux précédentes. J'ai trouvé cette dernière certification la plus proche du terrain. On s'est réintéressé à nos pratiques, on a pris du recul là-dessus, donc c'était assez intéressant. Un peu de stress, forcément, vu que ça reste une certification, donc on sait que la qualité de nos soins qui est questionnée, et donc c'est forcément ça, on l'appréhende toujours un peu. Après, finalement, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'on questionne des choses assez naturelles et ce qu'on fait tous les jours. On était très bien accueilli par les équipes du fait d'un changement un petit peu de paradigme avec une certification plus proche du patient, une implication des équipes plus facile et un service plus enthousiaste à évaluer ces pratiques. On a fait ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire on a fait du soin. C'est pas un piège en fait la certification, c'est vraiment pour valider ce qu'on fait bien et pour donner des conseils sur ce qui est mal fait et à refaire et à améliorer. L'impact que ça a eu en fait sur notre activité au quotidien, je pense que c'est vraiment dans l'amélioration de nos pratiques, parce qu'on a vu du coup un peu l'ensemble des acteurs, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, tout ce qui est administratif, tout ce qui est pharmacie. Une visite de certification a toujours un impact dans un établissement, avant, pendant et surtout après. On a eu pas mal d'évolutions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'affichage. Pour un exemple concret, les médicaments à haut risque qui sont identifiés. Donc pour nous, infirmières, tout de suite, ça nous fait tilt quand on voit la petite étiquette. On remet en question nos pratiques et je trouve que c'est important, parce qu'on a toujours besoin d'évoluer dans ce genre de métier. On a vu des évolutions. On était sur des aspects très théoriques il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je pense que la dimension de la dernière certification accompagne les soignants dans cette démarche. Et je crois que ce qu'ils en ont saisi, c'est qu'ils participent aussi à l'amélioration du système de santé, de par cette nécessité de s'adapter aux nouveaux référentiels, aux nouvelles normes. On a travaillé par rapport à l'approche de fin de vie, la fiche de directive anticipée qui a été revue au moment de la certification. L'objectif était de revoir effectivement comment on communique avec le patient pour être plus pertinent dans l'information qu'on va lui donner. Donc bien sûr, on communique les résultats à l'ensemble de l'équipe et puis plus particulièrement, on est retourné voir les soignants qui ont vraiment participé aux évaluations, notamment je pense au traceur ciblé circuit du médicament sur les médicaments au risque, qui est toujours une évaluation un peu appréhendée parce que c'est compliqué. Et puis valoriser le travail qui a été fait, l'investissement au cours de l'évaluation qui reflète encore une fois l'investissement qui est au quotidien. Pour moi, cette certification, c'était juste une confirmation de tout le travail qu'on a fait pendant 4 ans. Parce que là, ce n'est pas au dernier moment qu'on va changer les choses et je pense qu'on fait au quotidien notre démarche qualité. Un conseil à donner pour les autres équipes, soyez vous-même parce que en fait, on a chacun notre façon de travailler qui est liée, je pense, à la structure, petite, grande, et à la géographie là où on travaille. Il faut juste se faire confiance, valoriser le travail au quotidien, ça c'est capital, y croire, et se dire que c'est un chouette moment. Et d'y voir surtout une possibilité d'amélioration dans les soins. On déploie une démarche qualité au quotidien, on en tire des enseignements, mais on ne pense pas à la certification tous les jours, et heureusement. En fait, on montre notre travail qu'on fait quotidiennement. Le but de la certification, pour nous, ce n'était pas d'inventer des choses, de bien travailler pour la certification, c'était pour montrer qu'on travaille bien au quotidien et que du coup, des gens venaient pour valider ce travail. Finalement, c'est pas si terrible que ça, comme on s'imagine. C'est important d'avoir des choses qui nous poussent à réévaluer ce qu'on fait pour faire mieux pour le patient.
c'était pas à vous de montrer, voilà, mais sachez que ça existe. Et comme de temps en temps, on sait que le témoignage de médecin à médecin, ça passe mieux, que de soignant à soignant, ça passe mieux, etc. Du coup, vous les avez sur le site et demandez-nous si vous voulez d'autres vidéos, encore une fois, par métier, on les a. Et je voudrais juste terminer par un petit peu en réaction à ce qui a été dit ce matin et dans notre film. C'est pas moi qui l'ai dit, mais parce que on n'a pas écrit les textes pour les professionnels, je vous l'assure. La qualité, c'est pas pour la visite de certification. La qualité des soins, c'est quelque chose de continu, c'est au quotidien. C'est vrai que cette itération, elle montre mieux que les autres, que quand les pratiques sont là, quand la culture de qualité est là et quand les socles d'engagement, d'équipes solides, de culture et d'adaptation sont là, en principe ça coule pas tout seul, faut pas exagérer, mais ça se passe bien, quoi. Donc, mais c'est vraiment, et on l'a vu dans les témoignages de la table ronde, c'est pas au dernier moment. C'est pas au dernier moment et c'est pas la motivation. Elle doit pas être. Je choque en disant ça. La certification, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est juste un élément d'évaluation externe pour accompagner une démarche de certification, mais c'est vraiment pour la qualité de prise en charge au quotidien. Et je crois qu'il faut qu'on tambourine là-dessus auprès de tout le monde. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Je vous laisse vous présenter, votre nom, votre établissement. Merci. Florence Cassereau, je suis chargée de la direction qualité du centre hospitalier Camille Claudès à psychiatrie en Charente. Je suis aussi ambassadeur CK. Voilà, j'ai une question. En mars 2020, devait sortir donc le manuel de certification V2020 avec un 4e chapitre sur le groupement. Est-ce que c'est toujours envisagé d'avoir des... Puisque, si j'ai bien compris, il va y avoir une évolution du manuel de certification maintenant de façon très régulière, contrairement à ce qu'on a connu il y a 20 ans. On avait un manuel pour 4 ans, en gros. Voire 10. Maintenant, c'est tous les ans. Voire 10. Parce que... ouais, voire 10. Maintenant, c'est tous les ans. Est-ce que voilà, vous imaginez d'ores et déjà d'avoir un manuel qui va évoluer autour du groupement, des filières de soins, des parcours de soins inter-établissements et éventuellement aussi au niveau de critères au-delà des IQSS sur tout ce qui est coordination, parcours, ville-hôpital. Merci. Alors, 2 éléments de réponse, je vais essayer d'être succincte. Là, pour le moment, ce sont des ajustements. On est en train de voir, parce que logiquement, c'était pour un cycle. Alors, c'est vrai que le Covid et puis la V2010, qui était quasiment avec juste le compte qualité en V2014, qui a duré 10 ans, sur référentiel propre, sur les critères. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Mais pour autant, logiquement, on fait un cycle de tous les établissements et théoriquement, en 2025, on a fini. Donc, on pourrait imaginer une itération, et Catherine Jeanne l'a annoncé, on réfléchit à faire la 6e itération 2025-2030. Comme elle l'a dit, ce ne sera pas un grand bouleversement parce que ce qui marche bien, là, on le maintiendra, les méthodes, Calista, une approche en 3 chapitres, on ne va rien changer de tout ça. Mais ça sera certainement plus que des ajustements sur la période 2025-2030, premièrement. Et du coup, on va réfléchir à cette intégration. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ce 4e chapitre? Premièrement, il ne s'adressait qu'aux hôpitaux publics, donc il y avait une inéquité de traitement, puisque c'était uniquement pour les groupes hospitaliers, les établissements appartenant à un GHT. Donc il y avait une inéquité de traitement par rapport au privé. Et ça n'aurait pas été équitable. Après, plus globalement, en dehors de ça, et on l'a vu au travers du Covid, le territoire. Mais quel territoire? Il faut véritablement qu'on retravaille avec les ARS sur ce sujet-là, voir la maturité. Donc ma réponse, c'est on ne l'écarte pas, mais on a quelques points à voir. Comment est-ce qu'on embarque les professionnels de ville? Et encore une fois, un territoire, c'est quoi un territoire? Il y a des GHT où il y a 2 établissements.
D'ailleurs, certains même qui ont déjà une direction commune, donc d'ici qu'ils soient fusionnés, ils sont tout seuls. Et puis on a déjà acheté où on a plus de 17 établissements sur un territoire gigantesque. Il faut qu'on réfléchisse. C'est pour ça, voilà, c'était pas mûr, donc ça sera pas pour tout de suite, ça sera certainement pas avant 2025. Je sais que la Fédération hospitalière de France, ils travaillent. On va travailler avec eux là-dessus. On va entendre ceux qui souhaitent effectivement qu'on intègre cette approche-là et voir ce qu'on fera. En tout état de cause, quand on a abandonné le 4e chapitre, on a renforcé le premier objectif du chapitre 3 sur l'établissement, sur la gestion des parcours. Et effectivement, certains éléments d'intégration du parcours seront sans doute renforcés. Donc, réponse, pas avant 2025, réellement, et avec une nouvelle version d'itération, mais on n'a pas abandonné l'idée. D'autres questions ? Marianne Lavignon, directrice qualité à l'hôpital d'Arcachon. Alors personnellement, j'appelle pas de mes voeux un chapitre GHT, puisqu'on l'avait déjà expérimenté. Ça demande beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et il me semble que la priorité doit être donnée à la démarche au sein de l'établissement pour la qualité et sécurité des soins. Voilà. Et puis une certaine stabilité aussi dans le référentiel me semble importante, parce que si on change tous les ans, c'est compliqué. J'avais une question un peu technique sur Calista. Il me semblerait intéressant qu'on puisse intégrer les actions, puisque Calista, on peut vraiment le donner à la main de différents professionnels pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur auto-évaluation de façon régulière. Et on ne peut pas noter les actions, les observations dans Calista. Et ça me semblerait intéressant qu'on puisse avoir cette possibilité pour justifier tel niveau d'évaluation, critère par critère. Ça, c'est un peu technique, peut-être. Non, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, qui fait partie des priorités suivantes de développement. C'est intéressant pour vous et c'est intéressant également pour nos experts de pouvoir faire des commentaires sur chacun des critères. Ça fera partie des évolutions. Je ne sais pas bien vous donner de date, parce que en fonction des crédits qu'on aura, puisque toute évolution est à un coût. Mais on a ça en ligne de mire, donc je l'entends, et quelque part c'est important de me le remonter, parce que ça confirme quelques demandes itératives où on s'imaginait que c'était aussi intéressant pour vous, mais on n'avait pas eu cette expression, donc merci. Et deuxième question, par rapport, je rebondis un peu à l'intervention du docteur Gauthier sur le risque infectieux, du CEPIAS, qui a mis en avant les moyens affectés aux équipes opérationnelles d'hygiène. Donc il y a l'exemple des équipes opérationnelles d'hygiène, effectivement, où on est évalué sur le résultat au sein des services, sur les indicateurs, la prévention, les démarches, etc., les résultats sur les risques infectieux. Mais c'est vrai que cette notion de moyens affectés à la qualité, me semble-t-il, pourrait être aussi examinée par les experts HAS. C'est-à-dire qu'il y a les équipes opérationnelles d'hygiène où il y a des circulaires qui définissent un certain nombre de moyens, infirmiers, médecins, ou retard de nombre de lits. Il y a différents, c'est comme on parlait de la commission des usagers, finalement on a 2 représentants des usagers à la CDU qui sont bénévoles, qui sont souvent des retraités, à qui finalement on demande d'intervenir et au CLUD et au CLAN et à l'espace éthique et de faire des patients traceurs, etc. Ils ont leurs limites aussi. Et ça fonctionne sur du bénévolat. Donc cette notion de moyens affectés par l'établissement à la démarche qualité, ça serait aussi, me semble-t-il, un peu légitime de l'évaluer, ce qui n'est actuellement, nous à la Valise des Enfants, c'est pas effectivement l'objet de l'évaluation. On garde davantage les résultats, quoi. Alors oui, ça a été. Bon, premièrement, on a d'une évaluation de moyens, on est volontairement allé sur le résultat. En plus, la question que vous posez sur la qualité, elle s'étend à tous les secteurs, puisque seuls les secteurs des soins critiques ont des quotas de personnel et sont réglementés. Tous les autres ne le sont pas du tout. Donc, il n'y aurait pas de sens qu'on fasse un point, et c'est pas la mission de la HAS là-dessus. En plus, je pense que dans les établissements, moi j'ai travaillé très longtemps en établissement,
C'est vrai qu'il faut avoir un minimum de ressources. Après, il faut avoir des gens engagés de bon niveau. Et de temps en temps, il est préférable d'être 3 plutôt que d'être 5 pour, si on peut choisir ses compagnons de route. Donc, bon, je ne suis pas sûre qu'on passe par un dimensionnement obligatoire et réglementaire sur les moyens. Par contre, si vous n'êtes pas là et s'il n'y en a pas, le résultat, au bout d'un moment, ça se voit. Mais à l'inverse, de temps en temps, il peut y avoir du monde, mais les résultats ne sont pas là non, aussi. Donc non, je pense qu'on n'ira pas vers une évolution avec des exigences en termes de quotas de ressources. Puis ça devrait être étendu à un tel secteur que c'est très compliqué de dimensionner des ratios hors surveillance critique. C'est pour ça que c'est pas fait. Il y en a beaucoup qui sont cassés les dents.